Bonjour à toutes et à tous, je suis Virginie Baumann et j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui sur Instant Cactus, le podcast qui donne la parole à des individus inspirants, au parcours remarquable. Leur point commun ? Ils ont su croire en eux afin de prendre leur envol et mettre en scène leurs passions, talents, convictions et potentiel. Au-delà d'une simple valorisation de ces vécus passionnants, Instant Cactus se veut aussi une exploration des réflexions et questionnements qui ont jalonné leur chemin. En espérant que leurs parcours et leurs mots vous insufflent l'envie de prendre votre envol, je vous souhaite une très belle écoute. Pour ce nouvel épisode, je reçois Nicolas Stagic, qui est photographe spécialisé dans le lifestyle et dans le portrait, et qui a eu l'opportunité, entre autres, de travailler pour Guerlain ou encore Nike Amérique latine. Hello Nicolas, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Avec plaisir. Je voulais parler un petit peu de ton parcours, ton quotidien et puis ce qui t'a amené à faire de la photographie. Du coup, je voulais te demander quelle avait été ta première rencontre avec la photographie. Ma première rencontre avec la photographie, ça devait être quand j'avais, je pense, 4-5 ans, parce que j'étais fascinée par tout ce qui était électronique, et donc les portes qui s'ouvrent dans les magasins, tout ce genre de choses qui peut paraître en fait banal. Moi, je trouvais ça fou. Et en fait, mon père, j'ai 2 petits frères, mon père filmait un peu notre quotidien avec sa caméra, avec la cassette et tout. Et dans toutes les vidéos, tu m'entends dire fais voir, fais voir, fais voir, parce que j'étais fascinée par l'outil. Et puis, ils ont commencé à me donner des appareils photos de mes parents, enfin, de la famille et tout. Donc, ça a été un peu les premiers moments. Et puis, 10 ans plus tard, à 13 ans, là, j'ai commencé à tester la photo juste en m'ennuyant, en fait. Et puis, me voilà aujourd'hui. Voilà. Du coup, comment tu as construit tout ça entre 13 ans et maintenant ? À quel moment ça a un peu démarré ? Et voilà, tu as fait des études aussi dans cette voie. Comment tu as orienté ton parcours ? Alors, je vais essayer d'aller assez vite. Comme ça va pas être trop long. Mais en fait, j'ai commencé vraiment la photo donc un jour d'hiver à 13 ans. C'est l'histoire que je raconte à chaque fois quand mes potes l'entendent. De la dérouler. Tu sais, ils sont un peu en mode « Oh là là, ton histoire, un jour d'hiver, là. » Mais ouais, en fait, non, c'est pas fou comme histoire, vraiment. Pour la petite anecdote, j'ai mon grand-père, que je n'ai malheureusement pas connu du côté de mon père, qui lui était passionné par la photo. Et mes parents m'ont toujours dit, s'il avait été là, mais il t'aurait donné plein de choses, plein d'objectifs et tout. Donc voilà. Maintenant, j'ai commencé la photo un jour d'hiver, puisque j'habite dans la campagne genevoise. Et tu vois, j'ai commencé à faire des photos des montagnes, des petits chats autour de chez moi, vraiment des trucs simples, quoi. Et je me suis rendu compte que j'avais bien aimé. Et de fil en aiguille, en fait, très vite, j'ai commencé à sortir un peu plus tous les jours, à faire des photos. Je me suis rendu compte tout de suite que j'aimais pas photographier. Donc c'était en fait les choses qui m'entouraient, en fait. Donc je prenais pas vraiment du plaisir à photographier la montagne, le Salève en face de chez moi, mais plutôt aller photographier des amis et en fait juste passer un bon moment. Et c'est aujourd'hui ce que j'aime faire des portraits, puisque justement il y a l'interaction humaine dans tout ça. Et puis voilà, donc dans le parcours, quand j'ai commencé, j'étais au cycle. Donc mes amis, beaucoup trouvaient ça trop fun, trop cool et tout, et beaucoup trouvaient ça nul et inutile. Mais comment dire ? C'est l'âge qui voulait ça. Enfin, ouais. C'est l'âge qui voulait ça, et je pense que au cycle, c'est une période où je dis beaucoup à mes petits frères et même à mon entourage, c'est une période où les gens, je trouve, sont très, très vite méchants, mais sans s'en rendre compte. Et on dit non, mais c'est l'adolescence. Oui et non, tu vois, je pense qu'on est tous humains et on comprend que comment dire, les mots ont quand même un certain poids. Et du coup, beaucoup de gens trouvaient ça inutile, et même le corps enseignant, tu vois, comment on appelle ça, la personne qui s'occupe de l'orientation, qui me dit non, mais c'est pas un vrai métier aujourd'hui à Genève, tu peux pas, quoi. Et je me dis, mais c'est des gens qui sont censés quand même orienter ton avenir et à quoi tu inspires. On peut être réducteur. Ouais. Et donc, en fait, moi, je me rends compte, mais il y a plein de gens qui doivent avoir des rêves, et tu te retrouves face à une personne qui te dit non, c'est pas bien, tu vois. Et c'est le truc où je me suis dit, bah voilà, j'ai eu la chance quand même d'avoir des parents qui ont quand même assez cru en moi au départ, parce que même s'ils n'étaient pas trop d'accord que je fasse une école de photo, j'ai quand même réussi à les convaincre. Ils ont quand même été en mode, bah, si tu aimes, bah vas-y, on te soutiendra à fond. Ils avaient juste, je pense, tu sais, cette peur de l'inconnu, et tes parents veulent le meilleur pour toi. Et donc j'ai intégré l'IPAC Design, donc qui est une école à Genève privée de communication. J'appelle ça un peu plurivisuel parce qu'ils font un peu de tout. Ils font aussi de la mode, du design d'intérieur et tout. Et j'ai passé 4 merveilleuses années là-bas.
où je dis souvent, ça m'a beaucoup appris en tant qu'humain, parce que on était une petite classe de 15 personnes et on parlait tout le temps ensemble. Ça m'a appris à argumenter. Avant, j'étais très timide, donc tu sais, à avoir des débats sur tout et n'importe quoi. Et puis avoir des vraies opinions, du coup. Et avoir des vraies opinions et oser t'exprimer, parce que dans ma classe, du coup, il y avait des personnes plus âgées que moi. Et du coup, je me sentais pas jugée par rapport à ce que je faisais, puisque les gens étaient là par la même passion, tu vois. Donc c'était hyper cool de parler photo et que les gens te disent « Ah ouais, du coup, tu vois, simple, t'as quoi comme matos? Tu aspires à quoi? Qu'est-ce que tu aimes ?» Et donc voilà, c'était 4 années magiques. Et après ça, j'ai décidé de faire une école de communication et marketing digital en France, où j'ai passé 2 ans, parce que j'avais envie de voir autre chose, en fait, comme j'avais vu que de la photo, on va dire, du graphisme, de la communication. J'avais peut-être envie de voir quelque chose de plus... approfondir un peu. Plus approfondi. Et puis, je me suis toujours dit, on sait jamais. La photo, tu vois, ça peut être... tu sais jamais ce qui peut arriver. Donc, peut-être le marketing, c'est plus sûr, tu vois. Donc, voilà, j'ai fait 2 ans que j'ai adoré. Et j'ai fait une année à Lyon et une année à Paris avec un stage dans une agence de presse et digitale parisienne. Et c'est là où ça m'a permis d'avoir plein de contacts. En parallèle, j'ai aussi développé mon compte Instagram. Et tu vois, c'est plein de choses qui se sont accumulées, qui ont fait que aujourd'hui, on va dire, je peux vivre de la photo. Tu as une certaine notoriété qui, voilà. Tu as envie. Et du coup, le compte Instagram, tu disais, tu l'as ouvert quand tu faisais ta deuxième partie d'études, pas avant? En fait, non, je l'ai ouvert quand j'étais encore à Genève. Donc, quand je devais avoir, je pense la deuxième année quand j'étais à IPAC. Mais voilà, c'était vraiment très instinctif. En fait, je publiais des photos, je rencontrais des gens sur Instagram. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte que c'était un peu une manière de construire mon réseau à l'âge de 17 ans. Parce que j'ai pu rencontrer des photographes de Paris qui avaient mon âge. Et quelques mois après, j'allais les rencontrer à Paris, tu vois. Donc, c'était assez fou en vrai. Et c'était beaucoup plus facile avant qu'aujourd'hui. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de photographes. Je me souviens, mon compte, j'avais des amis qui étaient pas mal suivis, qui ont commencé à m'aider à me mettre en avant. Et comme il n'y avait pas beaucoup d'offres, ton profil était plus vite vu. Et on avait toute une team de photographes français, on va dire. Donc voilà, tu vois, c'était cool en fait. Aujourd'hui, c'est vachement... Le marché est plus noyé dans la masse, ouais, complètement. Il faut vraiment se distinguer. Ouais, je pense que j'étais aussi là au bon moment, avec les bonnes personnes. Il y a de la sensibilité, Et les débuts de travail avec des marques, ça a commencé quand? Ça, c'était très très tôt. En vrai, j'ai eu ma première opportunité quand j'ai ouvert mon compte Instagram, quand j'ai passé la barre des 10 000 abonnés. J'ai été contactée par la marque Daniel Wellington, donc une marque de montres aujourd'hui qui est une marque hyper méga connue. Alors qu'avant, vraiment, à l'époque où ils m'ont contactée, ils faisaient des photos avec des gens pas du tout connus en Suède, dans des petits villages. Et en fait, c'est le principe d'une collaboration sur Instagram. Donc la marque te contacte, te dit j'aime beaucoup ce que tu fais. Est-ce que tu voudrais faire des posts sur ton compte en échange d'une montre? Et quand t'as 17 ans, 16 ans, tu te dis mais waouh! En plus, Daniel Wellington à l'époque, c'était quand même quelque chose d'assez fou, tu vois. Donc j'étais waouh, incroyable. Et je me sens, aujourd'hui, plus jamais tu acceptes d'être payé par un produit qui coûte même pas une photo, tu vois. Mais le moment était fou et puis c'est très instinctif en fait. Donc ça, c'était, je pense, ma première rencontre. Et puis Instagram m'a permis aussi, tu vois, de développer un peu mes boulots, mon petit réseau à Genève, et puis ça s'est fait... Donc après, ça a grandi comme ça, les collaborations avec les marques, ok. Et tu disais avant que tu en vivais, donc tu fais 100% de la photo, mais tu as d'autres choses en parallèle? Alors, je fais 100% de la photo, mais après, j'ai plusieurs activités parallèles, on va dire. Je travaille dans une agence parisienne de communication digitale, donc spécialisée dans le community management, la stratégie d'influence, de e-notoriété et de brand content. Donc là, c'est plus un travail en tant que consultant freelance. C'est un jour par semaine et j'appuie un peu l'équipe sur les différents points que j'ai cités tout à l'heure. Parce que je suis fascinée par les réseaux sociaux. Je trouve qu'on peut créer tellement de belles choses avec les marques, plus dans le côté stratégique. Et j'adore avoir le côté backstage, on va dire un peu. Parce que en tant que photographe, du coup, quand une marque me contacte, je sais un peu, tu vois, quels sont les besoins, pourquoi les réseaux sociaux, pourquoi cette cible-là. Donc c'est assez intéressant. Et puis, en parallèle, j'ai aussi cette activité de créateur de contenu sur les réseaux sociaux, où de temps en temps, je suis affiliée avec des marques pour parler d'un produit, d'un lancement et tout. Donc voilà, j'ai différents petits... Pas tous tes œufs dans le même panier. Voilà.
Donc on va revenir un petit peu sur justement tes collaborations, mais avant ça je voulais te parler photo, qui est un domaine inconnu pour moi, mais je vais te laisser m'éclairer. Du coup je voulais te demander qu'est-ce qu'une photo réussie pour toi? Question difficile et subjective. Ouais, bah, je pense que je vais répondre hyper simplement et je pense que chaque photographe et chaque personne sur Terre aura son avis différent. Mais moi, je pense qu'une photo réussie, c'est une photo, c'est pas forcément une photo qui a en termes de technicité, donc le cadrage, la lumière, ça, je pense que c'est à part, mais c'est juste une photo qui a la sensibilité, en tout cas, que tu souhaites. Donc, je sais pas, un regard, une émotion. Un truc où tu te dis, ah ouais, elle me fait quelque chose, tu vois. Ok. Et toi, en termes d'inspiration, parce que tu as un peu ta touch particulière, est-ce que tu t'inspires soit de d'autres photographes, soit d'autres choses artistiques ou non? Bah, je pense que justement l'école m'a beaucoup aidée, tu sais, à voir plein de choses et pas que à s'inspirer du milieu photographique, mais aussi beaucoup de la peinture, de la musique et que tous les arts en fait se connectent un petit peu entre eux. Et moi j'adore le travail du peintre Rembrandt, je sais pas si tu connais, le travail du clair-obscur et tout, c'est un travail que je trouve incroyable et qui m'a beaucoup inspirée pour mes premiers portraits. Et tu vois, c'est assez complémentaire, la peinture, il y a un travail de lumière qui est ultra intéressant. Et si on revient 2 minutes sur ce qu'est le mot photographie, c'est photographique, je crois, et en gros, c'est écrire avec la lumière. Donc, tu vois, je trouve la connexion assez cool. Sinon, il y a plein de photographes que je suis sur Instagram, dont un que j'adore qui s'appelle Alessio Albi. Je sais Je pas si regarderai, non? tu verras, pour moi, c'est un peu le maestro du portrait et de la lumière. Il y a Ok. toujours un travail qui est incroyable. Et non, après, je m'inspire un peu de tout, tu vois. Trouver son style en photo, ça vient pas du jour au lendemain, ça se travaille. Et moi, je suis beaucoup inspirée par les gens que je photographie, tu vois. C'est surtout le lieu, la personne, tu vois. Chaque humain est différent, donc ça se construit un peu comme ça, souvent. Et à l'heure actuelle, est-ce que toi, tu arrives à mettre des mots sur ton style, enfin, sur ce qui te différencie d'autres photographes, ou c'est difficile? Je pense que c'est difficile de parler de son travail comme ça en tant que style, tu vois, parce que des fois, mon travail, il peut avoir un certain style, tu vois, et des fois, d'autres, je sais pas, tu vois, que je shoote le matin ou le soir ou pour une marque ou pour une autre. Je pense que le style global se ressent. Après, j'ai demandé aux gens qui me suivent justement comment ils définissaient mon style. Et tu vois, là, il y a de tout. Il y a des gens qui parlent d'un style assez poétique, assez lumineux, tu vois. D'autant que des gens disent très chaleureux. Donc, je sais pas trop même quel adjectif on peut utiliser, tu vois, pour décrire son style. Mais ouais, je sais pas, je dirais ouais, assez chaleureux, je pense que ça me. Ok. Ouais, ça te reflète bien. Enfin, ouais. Parce que est-ce que tu arrives justement à te dire, c'est une question très subjective, mais pourquoi est-ce que des marques vont vouloir collaborer avec toi? Alors forcément, elles ne travaillent pas que avec toi sur cette planète, mais spécifiquement avec toi, qu'est-ce qui va te différencier? Qu'est-ce qui fait ta valeur ajoutée? Je demande souvent ça, surtout aux nouvelles marques et nouveaux groupes, nouvelles agences qui me contactent, parce que c'est toujours intéressant de savoir pourquoi ton profil a été retenu. Et c'est souvent justement le travail de la lumière sur mes portraits. Euh, Des fois, on me cite certaines photos, on me dit bah, c'est cette photo qui m'a donné envie de te contacter, ou c'est cette série de photos. Ouais, ça s'explique pas forcément, en fait, c'est un ressenti. Je pense, comme tu dis, c'est un ressenti par rapport au projet. Et voilà. Et puis, des fois, j'ai souvent des personnes qui me disent, puis surtout quand on te suit au quotidien sur Instagram, t'as l'air d'être quelqu'un de sympa. Alors, quand on me dit ça, je fais bon, bah écoute, bah, c'est super. Tant mieux, à la limite, c'est peut-être le meilleur compliment qu'on puisse te faire. Ouais, t'es un bel humain, c'est agréable. C'est cool, ça fait plaisir. Ok. Et bon, au-delà d'être un bel humain, il y a beaucoup de photographes, effectivement, déjà sur Instagram, vu qu'Instagram est un peu la grosse plateforme à l'heure actuelle. Donc on entend souvent tout le monde fait de la photo. Est-ce que c'est vrai, c'est faux? T'en penses quoi? Bah moi, je pense que c'est un truc que je dis souvent, tout le monde peut faire de la photo. Après, c'est peut-être un peu prétentieux, peut-être tout le monde ne peut pas faire de bonnes photos, mais tout le monde peut faire des photos. Aujourd'hui, on a tous un téléphone qui fait des photos incroyables. Et ça aussi, je déteste quand on dit ça. Ah waouh, ton iPhone, waouh, ton appareil photo fait des photos incroyables. Au final, c'est pas le matériel qui compte, c'est plutôt le travail derrière. Je compare toujours le métier de photographe à celui du boulanger. C'est comme si on disait à un boulanger, oh, mais ton four, il est incroyable, il fait faire du pain incroyable. Tu vois, c'est le travail qu'il y a derrière plutôt que le matériel. Et c'est exactement la même chose en photo. Donc oui, tout le monde peut faire des photos. Et même pendant un moment, tu vois, je trouve que le développement de la photographie, la démocratisation des appareils photo, bah, tu vois, tout le monde se dit photographe. Et du coup, des fois,
t'as des gens qui peut-être volent un peu le métier, mais je pense que justement, c'est là où se fait la différence entre le créatif et la simple personne qui utilise son téléphone juste pour dire, bah voilà, je fais des photos de mon quotidien. Donc voilà, je pense que moi, je trouve ça très bien que justement tout le monde peut capturer des instants avec sa famille, ses amis. Après, tout le monde ne travaille pas avec des marques, tout le monde ne photographie et puis encore, tout le monde ne fait pas des photos de mariage avec un téléphone, tu vois ce que je veux dire. Donc le milieu reste quand même assez ouvert, mais au final assez fermé, tu vois. Donc ouais. Et toi, est-ce qu'il y a justement des moments où tu utilises ton iPhone versus ton appareil photo, ou est-ce que tu es toujours dans du matériel relativement pro, entre guillemets? Non, moi j'adore, tu vois, l'iPhone, ça a cette facilité de l'avoir toujours sur soi, de le sortir et en un bouton, tu peux faire ta photo. T'as pas besoin de faire tes réglages. C'est vrai que c'est aussi moins invasif que Donc peut-être non, l'appareil de temps en photo. temps, tu vois, dans Genève, je fais des photos, que ce soit un pigeon qui vole ou une mémé qui traverse, qui a sorti au passage piéton. Des petites photos, tu vois, que j'ai pas forcément l'habitude de faire. Et puis il y a pas longtemps, je te montrerai peut-être après, j'ai acquis un appareil photo argentique que je cherchais depuis des années. Où là, c'est pas du tout un appareil photo argentique en mode technique avec un objectif et tout. C'est vraiment un appareil photo, on appelle ça point and shoot. Tu l'ouvres et tu fais ta photo. Tu vois, c'est vraiment tout automatique, c'est comme un iPhone. Et du coup, je l'emmène pour des soirées avec mes amis ou même au quotidien pour avoir des petites photos un peu d'instants volés. Et beaucoup plus spontané, ouais, j'imagine. Exact. Donc ça dépend. J'ai pas tout le temps mon gros appareil photo sur moi. Et justement, en termes de matériel, est-ce que tu as différents appareils photo selon tes besoins ou bien tu as un petit chouchou et tu as ton matériel habituel? Et bah, au départ, j'étais comme ça. J'avais mon appareil photo à moi et c'est tout. Et tu vois, au final, bah, j'ai le petit argentique. J'ai mon appareil photo de base qui est un Canon 5D Mark IV. Donc c'est un très gros appareil. Et puis je shoote qu'avec des focales fixes. Donc en fait, si tu veux, pour ceux qui ne savent pas du tout ce que c'est, il n'y a pas de zoom. Donc en fait, c'est à toi de t'avancer et reculer. Parce que je trouve tout simplement que tu réfléchis plus à ton cadrage et que du coup, bah, tu prends plus le temps. Parce que moi, tu me donnes un zoom, tu vois, tu fais presque rire, on va dire, parce que tu es libre en fait de faire ce que tu veux, à la distance que tu veux, alors que bon, avec la focale fixe, il faut plus travailler, donc je préfère. Et donc j'ai ça, et j'ai deux objectifs, j'ai 50 mm, 1.2, donc on va peut-être pas rentrer dans les détails parce que ça servirait à rien, mais 50 mm c'est pour des portraits, donc vraiment proches, avec un beau flou d'arrière-plan, et j'ai le 24 mm, donc là qui est un peu plus grand angle, et qui me permet de faire des portraits et même des photos un peu plus de contexte. Et puis j'ai un appareil photo, un Nikon, que là j'utilise plus pour des photos, voilà, quand j'ai peut-être pas envie d'avoir un argentique, mais voilà, il est tout petit, c'est un hybride et il me permet de l'avoir un peu tout le temps au quotidien si je veux faire des petites photos d'instants volés à nouveau. Donc voilà. Et j'ai vu il y a pas longtemps sur Instagram que tu achetais aussi des prismes. Il y a sûrement des super effets de lumière qui doivent être faits avec ça. Bah ça, ouais, c'est un truc que pas mal de photographes utilisent, que moi j'utilise souvent pour la simple et bonne raison que des fois tu shootes, par exemple, un portrait, t'es dans un contexte incroyable, vraiment, il y a un champ super beau, puis sur la droite, il y a des bâtiments qui sont en train de se construire. Mais toi, tu veux absolument ce cadre-là parce que la lumière fait que... Bah moi, je place le prisme juste devant la partie où il y a les grues. Et en fait, si tu veux, ça reflète l'autre partie et du coup, ça permet de cacher. Okay. Donc ça, je dis pas souvent, mais petits tricks de tips pour cacher les trucs que tu veux pas et ne pas avoir à retoucher par derrière des monstres. Okay. J'avais vu aussi de tes photos, tu disais que tu shootais avec un verre à whisky. Ça m'avait. Je m'étais dit c'est magique en fait. Tu vois, c'est vraiment shooter avec des trucs du quotidien. Une fois, j'ai récupéré un ventilateur qui était dans la rue, qui était en aluminium. Et en fait, le support du ventilateur, quand je l'ai ramassé, renvoyait la lumière en fait sur la rue d'en face. Et ça faisait comme un faisceau lumineux de ouf. Je l'ai toujours chez moi, j'ai pas encore utilisé, mais ça, c'est aussi jouer avec les choses du quotidien, quoi. Hyper cool, j'apprends plein de trucs. Et du coup, pour parler un petit peu plus de ton travail avec les marques, tu travailles avec des marques assez immenses. Guerlain, Nike, Amérique latine, enfin, je te laisserai en parler juste après. Mais du coup, voilà, tu nous as expliqué un peu comment ça va être pris, mais comment par exemple un Guerlain te contacte ou un Nike te contacte? Est-ce que tu es représenté par une agence? T'as quelqu'un qui te contacte directement? Comment ça se passe? On m'a proposé plusieurs fois d'être représentée, plusieurs fois, ça fait un peu la personne. Non. On m'a proposé 2 fois pour le coup d'être représentée dans une agence, mais j'aime pas forcément ça parce que la plupart du temps, c'est des agences qui du coup
te prennent presque en totale exclusivité. Donc, c'est eux qui gèrent tes mails, ton image. D'accord, ouais, un peu ton portefeuille de clients, Et etc. c'est vrai que moi, aujourd'hui, c'est ce que j'adore avec Instagram, c'est, tu vois, de pouvoir faire une story, de pouvoir parler, que quelqu'un m'écrive et me dise c'est quoi ton mail et que je réponde, que je lui propose d'aller faire un déjeuner, qu'on rigole, qu'on parle et tu vois qu'il y a un truc qui se crée. Si il y a un interlocuteur qui se rajoute dans cette conversation et que quand la personne me dit ça te dirait d'aller déjeuner pour parler de tel projet et que j'ai une personne qui me dise Nicolas, est-ce que tu aimerais déjeuner, tu vois, et que la personne réponde alors Nicolas, tu vois, je trouve que ça enlève tout Ça le côté casse le côté humain humain du ouais, réseau social. complètement. Donc non, je ne suis pas représentée par une agence, je fais tout seul. Après, j'ai beaucoup de gens autour de moi qui m'aident. Mais avec Guerlain, par exemple, ils m'ont tout simplement trouvé sur Instagram. Et donc, ils m'ont envoyé un mail. Et le mail, j'ai reçu alors que j'étais en voyage en Californie, à Santa Barbara. Bon, toute ma vie, je me suis réveillée. Et avec le décalage horaire, du coup, je vois un mail de chez Guerlain. Et j'étais avec une amie qui est influenceuse, donc qui travaille sur les réseaux et tout. Et elle me dit, mais c'est génial, c'est qui? Parce que je bosse souvent avec cette marque. Là, elle me dit, mais je connais cette fille, tout ça, tout ça. Ouais. Et moi, tu vois, je me suis dit, c'est peut-être le fait que j'ai shooté avec elle et tout. Et c'est exactement ça, la fille, par la suite, me dit, j'ai vu ton profil sur différents Instagram et tout, machin. Et je m'en souviens toute ma vie, et c'est ce que je leur dis. Je pense que ça reste le plus beau client que j'ai aujourd'hui, et les plus belles expériences que j'ai eues se sont faites avec Guerlain. Parce que c'est une très belle marque, comme je le dis tout le temps, c'est une marque très belle, mais avec des personnes qui travaillent pour la marque qui sont incroyables, qui sont passionnées et puis passionnantes, tu vois. Elles te parlent de la marque, t'as envie d'aimer. Elles vivent les valeurs. Et elles aiment ça, tu vois, elles aiment leur métier, elles aiment la marque, et du coup, ouais, les premiers jobs étaient très, très, très stressants pour moi, parce que, tu vois, tu te dis que c'est Guerlain quand même, donc dans ta tête, tu te dis waouh. Et puis les filles m'avaient fait comprendre que j'étais jeune, que j'avais jamais fait ce type de travail, mais qu'elles avaient confiance quand même en moi. Et du coup, dans ma tête, j'étais en mode ok. Et en même temps, je voulais pas trop y croire, tu vois. Donc, c'est le dernier jour où on m'a envoyé mes billets pour aller justement en Bretagne pour le premier grand projet. Je me dis, ouais, ok, c'est pas une blague, ça va vraiment se passer. Je veux dire, moi, je reçois ce genre de mail. Bon, si j'étais à ta place, je me dis, est-ce que c'est un vrai mail, tu vois, ouais, est-ce que ça arrive vraiment après, voilà, t'avais le réseau qui faisait que... une marque énorme qui te contacte toi, et en vrai, moi, je me souviendrai toute ma vie de l'émotion que j'avais quand j'ai lu le mail, quoi. Et quand je suis allée à sa rencontre, en vrai rendez-vous physique, j'étais en mode, waouh, dans la boutique des Champs-Élysées, c'est là où tu te rends compte, et je pense que toi aussi, tu dois avoir certaines passions, tu vois, ou quand tu fais quelque chose, ton cœur fait vraiment boum, tu vois. Ouais, ça vibre. Ça vibre, et t'es petit papillon, et t'es tout content. Moi, c'était exactement ça. Bon, tu sais que t'as trouvé ton état de flow. Voilà, exactement. Et justement, quand t'es arrivée en Bretagne, méga stressée, ou bien c'était l'anticipation qui était stressante, et une fois sur place, tu t'es dit je gère? Alors, en fait, si tu veux, il y avait le trajet depuis Paris. Donc, en fait, on s'est donné rendez-vous à la gare Montparnasse. Et là, si tu veux, il y avait toutes les ambassadrices de la marque, de tous les pays, un peu représentants de Guerlain. Et il y avait des super méga grands mannequins. Il y avait Natalia Vodianova, qui, tu vois, t'avais ça. T'avais Constance Jablonski, qui est une mannequin française hyper connue. Et t'avais plein d'autres influenceuses, mannequins, représentants de la marque. Et elles sont toutes arrivées en même temps. Et donc là, je me fais un petit brief avec les filles de chez Guerlain. Et il y en a une qui s'appelle Laura, qui me parle en anglais, parce qu'elle est bilingue. Et elle me dit, est-ce que tu es stressée tout. Et je dis, oui. Elle fait, ok, c'est bon, du bon stress. Moi, je suis très stressée. Mais elle me dit, ça va aller, t'inquiète pas, j'ai confiance en toi. Et puis dans le train, voilà, en vrai, tu vois, il y avait le temps de trajet. Donc j'ai commencé un peu à m'approcher vers les filles. Les filles de chez Guerlain m'ont un peu présenté, introduit à certaines filles qu'elles connaissaient. Et en fait, si tu veux, chaque fille, donc chaque représentant chaque ambassadrice de son pays était accompagnée d'une attachée de presse de chez Guerlain travaillant pour le pays en question. Donc du coup, ça me permettait aussi de m'introduire via ces filles-là. Donc on est arrivé à la gare de Brest, je crois. Et tu vois, là, j'ai commencé à parler avec Constance Jablonski de trottinette électrique, tu vois. Et c'est là, en fait, d'où c'est fait. On a commencé à parler. Et puis moi, j'ai commencé à me détendre, faire quelques photos. Et puis, je me sentais dans mon élément. Donc voilà. Ça devait être ça, incroyable. J'allais te demander, du coup, c'est ton meilleur souvenir de shoot, enfin de tournage, de campagne. C'est vraiment la campagne. Parce que c'était le premier moment avec la marque. Et puis, tu vois, dans le cadre, on était pour shooter, en fait, pour découvrir le conservatoire de l'abeille noire avec qui ils travaillent depuis des années. Depuis plus de 10 ans, il me semble maintenant, puisque Guerlain a une gamme de produits qui s'appelle l'Abeille Royale,
qui est une gamme de produits de luxe qui est élaborée à partir de gelée royale. Et donc, en fait, c'était invité à montrer... Enfin, l'événement était là pour montrer comment Guerlain protège en fait les abeilles, ses engagements avec les différents conservatoires et notamment, c'est nouveau, mais l'UNESCO. Et comment ils traitent l'abeille. Donc en fait, on était, tu vois, tous en combinaison d'agriculteurs, moi aussi, avec les abeilles qui volent. Et tu vois, c'était shooté dans des conditions incroyables. Et puis ouais, tu vois, les filles de chez Guerlain m'avaient vraiment intégrée au groupe. Donc c'est-à-dire que quand il y avait les moments de repas, par exemple, j'étais aux tables presque d'invités. Et c'était génial de pouvoir parler avec les gens de la marque, vraiment. Et c'était fou. Et quelques jours après cette expérience-là, j'ai pu shooter Angelina Jolie. Donc, tu vois, les deux trucs ensemble se sont réunis et ça reste les... Ça devait être assez dingue. Et là, ce jour-là, comment on gère d'arriver sur le plateau, enfin le plateau, mais le tournage et... Ah non, ça c'était... je pense qu'en termes de stress, c'était le pire. High level. En même temps, il y avait comme un truc dans ma tête où je me suis dit, où tu essaies de t'auto-rassurer, tu sais, puis tu te dis... non, mais si t'es engagé, c'est que... Je suis là pour une raison. Je suis un peu comme ça. Puis après, tu te dis, ouais, non, mais c'est quand même Angelina Jolie. Et puis là, la pression, elle reprend. Et puis c'est un truc où tu essaies de... Ouais, t'as des espèces de trucs bipolaires, tu vois. Tu te dis, ok, on y va. Et au final, non, ça s'est super bien passé. La rencontre avec elle, hyper incroyable, parce qu'à un moment donné, elle passe juste à côté de moi. Puis je lui demande, on peut faire quelques photos. Et puis, ouais, c'était un instant très court, mais tu vois, on a pu parler... Donc comme assez accessible au final. Ouais. Hyper accessible. Et tu vois, pour le coup, on a rencontré différents personnages publics, notamment français. C'est vrai que les États-Unis, ça n'a rien à voir. Tu vois, la fille Angelina Jolie, hyper accessible, hyper ouverte, hyper bienveillante. Et en fait, c'était juste incroyable, quoi. Et je voulais te demander comment tu préparais un peu justement ces shoots, que ce soit pour Guerlain ou pour d'autres. Parce que j'ai vu que récemment sur Caranda, je crois que tu avais fait quelques croquis, quelques esquisses. Exact. Est-ce que tu le... J'ai préparé. Est-ce que tu le fais toujours? Est-ce que des fois c'est juste dans ta tête ou... Là, les shoots Carandage, par exemple, c'est aussi un client que j'adore parce que en tant que Suisse, tu vois, c'est un peu la marque pour moi qui a rythmé toute mon enfance et même aujourd'hui ma vie. Tu passes du crayon de couleur au stylo à vie. Exact. Donc voilà, donc, c'est un client que j'aime beaucoup. Et donc, tu vois, là, c'est un shooting de produits, donc c'est plus spécifique. Et le crayon, c'est un peu comme l'univers de l'horlogerie, c'est très, très, très... comment dire, il y a beaucoup de règles, il faut que les crayons soient dans certaines manières, dans un certain ordre, comment ils sont vendus dans le packaging. Donc, non, je fais pas des petits dessins tout le temps. Puis là, je bossais avec une amie aussi, donc on s'est fait des dessins, en fait, pour avoir, si tu veux, les sites prise de vue qu'on devait avoir et comment on devait positionner les crayons avec les fleurs, les carnets. C'est juste que dans ma tête, après je me dis, il y a ces 6 visuels qu'on doit créer et puis ça me rassure de me dire que j'ai 6 un peu cadré. photos. Okay. Après, souvent, une fois que tu es arrivé sur le setup, tu changes 2-3 trucs, mais c'est pour avoir une base et être sûr que... Et par exemple, pour Guerlain, tu l'avais fait un peu comme ça ou ça a été beaucoup plus spontané? Parce que là, tu vois, c'est plus du portrait, c'est l'humain, donc c'est plus à la personne, au lieu. Ah, j'aime bien le bateau, mets-toi là, ouais, ok, super donc, sympa. Tu tentes et puis parce que ça c'est beaucoup plus fluide, tu vois. Parce que la personne en face de toi, tu lui dis quelque chose, elle réagit. Un crayon, c'est fixe, tu vois. C'est clair. Et puis il faut qu'il y ait de l'esthétisme, enfin que tu peux pas, t'as pas cette dimension émocionnelle et de l'humain qui va être plus spontané. Là, le crayon il est posé. Il y a certains critères parce que les crayons pour lesquels je jetais restaient quand même assez luxe parce qu'ils étaient associés à une collaboration avec la maison de parfumerie genevoise Mise en Cire. Et donc, justement, il y a tout ce cadre en fait assez luxe qu'il faut maintenir, tu vois. Alors certes, Guerlain, c'était aussi un peu la même chose. Mais tu vois, là, on est vraiment dans un pack shot produit. Donc, il faut que ça se reste quand même plus carré. Voilà, exact. Et en termes de brief, est-ce que c'est toujours très exigeant? Est-ce qu'il y a beaucoup de détails? Comment est-ce que tu gères ça? Ou on te donne une direction et on te laisse un peu de la flexibilité? Alors, ça dépend vraiment. Mais la plupart du temps, je pense à 85%. Puis je trie aussi quand même mes demandes, on va dire, entre celles qui m'inspirent et celles qui m'inspirent pas. Les demandes, des fois, j'en ai. On adore ton travail, on adore ta créativité, tout ça. Ok, génial. Et puis là, je reçois comme un mini-brief, un brief. Et là, on me dit, il faut faire ci, ça. Donc, ça enlève, en fait, ta créativité. Donc, on va dire que j'ai plus de mal à faire vraiment des shootings marche à suivre. On va dire, on te dit de faire ça et tu le fais, tu l'appliques. Donc, non, la plupart du temps, on me dit juste, on a tel besoin pour telle saisonnalité, des fois.
qu'est-ce que tu nous proposes? Comment tu traduis ça? Et souvent, je fais des mood boards pour mes clients. Donc, à la place d'envoyer un simple devis, si tu veux. Alors oui, c'est plus de temps, mais ça fait souvent la différence. En fait, j'envoie mon devis dans une petite présentation PowerPoint où je mets, par exemple, les objectifs, mes idées de photos. Donc, je mets des fois des idées de photos que j'ai déjà fait, des photos juste d'inspiration. Et je dis, moi, j'imagine comme ça le shooting. On me dit souvent que c'est sympa d'avoir en image mes pensées. Et je sais que c'est souvent des appels d'offres, tu vois. La marque contacte plusieurs photographes, regarde lequel propose le meilleur rapport qui a été pris, et surtout, je pense, la meilleure force de proposition. Et ça, c'est une de mes... Aujourd'hui, je la considère comme ma grande sœur, et c'est justement la fondatrice de l'agence pour laquelle je bosse aujourd'hui, qui m'a toujours dit, qui répète tout le temps, il faut être force de proposition. Il faut être proactif, force de proposition, force de proposition. Et du coup, c'est... Tu vois, dans le fait de faire un mood board en plus du devis, on me le demande pas, tu vois. Mais c'est juste qu'au final, tu vois, quand je me retrouve à plusieurs photographes, je me dis, elles diront, la marque ira peut-être chercher moi parce que j'ai développé un truc. Après, c'est pas toujours le cas, mais ça peut effectivement être la valeur ajoutée. Donc, tu as quand même un gros travail de préparation en amont. Ouais, ça me prend, tu vois, 2-3 heures avant. Puis surtout, souvent, des clients ne s'attendent pas, tu vois. Mais ça me fait plaisir, puis j'adore faire des PowerPoint jolis, esthétiques, donc ça va, tu vois. C'est cool. Et je voulais te demander justement, est-ce que ça t'est arrivé de refuser des propositions de marques? Alors tu disais que tu faisais le tri, mais quand c'est des grandes marques, est-ce que, voilà, par défaut, tu dis, allez, ça va être un nom de ouf, j'y vais, ou vraiment t'es piqué? Après, ça va, tu vois. En fait, les demandes des grandes marques, j'en ai pas non plus tout le temps, tu vois. Et je travaille beaucoup... Enfin, je veux pas me spécialiser en tant que photographe de marque de luxe, par exemple. C'est ça que je trouve beau dans la photographie, c'est que justement, tu peux avoir plein de clients différents. Tu vois, j'étais pour une marque de café, donc Café Froisse, donc c'est des petites bouteilles de café. Tu vois, et c'est pas une marque de luxe, mais c'est hyper intéressant comme travail. Je shoot des fois pour des restaurants. En fait, moi, j'aime créer et j'aime mettre en avant ce qui passe devant mon objectif. Donc que ça soit un truc de luxe, pas un truc de luxe, ça vraiment ça dépend. Après, je refuse des fois quand je me sens pas inspirée, tu vois. Donc, des fois, on me contacte et on me dit, on adore ton univers. Et je me dis, waouh, je saurais même pas comment faire des photos de ça, tu vois. Une fois, on m'avait contacté pour c'était une marque de briquets éco-responsable, je sais pas quoi. Ça, tu vois, alors. Je dis, ça devenait juste pas quoi. Bonjour, merci beaucoup, mais malheureusement, je suis pas inspirée, donc n'hésitez pas une prochaine fois pour un autre projet. Oui, au moins t'es transparent, enfin tu dis juste... Je préfère être sincère, parce que me retrouver sur un projet où t'es pas inspirée, je pense que c'est la pire des choses. Il n'y a pas grand chose de bon qui en sort, je pense. Donc non, je refuse pas beaucoup de propositions, parce que c'est là aussi où les marques, je pense, font bien leur boulot. C'est qu'elles contactent des photographes qui justement sont quand même en accord avec leur image. Ouais, c'est un alignement. Et tu prends encore des mandats de vraiment toutes petites marques, un peu coup de cœur, ça t'arrive encore? Oui, ça m'arrive parce que justement, je connais la galère aussi que c'est quand tu te lances. T'as pas beaucoup de budget, mais t'as envie de faire bien. Donc oui, tu vois, je pense que on fait des métiers quand même qui restent très humains. Et des fois, j'ai des petites marques. Une fois, il y avait une fille qui m'avait contactée qui faisait sa propre marque de mode, tu vois. Pas beaucoup de budget, mais écoute, tu te dis franchement... Surtout des fois quand c'est des gens de Genève, tu vois, je me dis, je pense qu'on part de la même base ensemble, donc si je peux aider des gens qui, surtout ont du talent, tu vois, oui, donc non, ça reste une passion, tu vois, donc de base quand tu sens quelque chose de bien, oui, si t'as un truc où vraiment ça te fait vibrer et tu te dis, j'ai envie d'avancer avec ça, ouais, intéressant. Et par exemple, quand t'as commencé avec Daniel Wellington, comment tu savais justement fixer tes tarifs? J'imagine que c'est pas les mêmes quand tu travailles avec des grandes marques, avec des petites. Là en plus, tu vois, c'est différent parce qu'on parle du coup de ma partie, on va dire ma casquette influenceur. Là, tu vois, au départ, j'étais pas payée et c'est un jour un ami justement qui s'appelle Anil, qui est youtubeur de Genève d'ailleurs. C'est lui qui m'a dit, mais Nico, il faut que tu fasses payer ça. Tu vois, tu fais du contenu, la marque va reposter ton contenu sur son compte. C'est du travail. C'est du travail. Donc c'est sympa une montre, mais accepte une première fois, voilà, et la deuxième tu demandes. Donc c'est mes amis en fait qui m'ont donné les prix un peu. Surtout que dans l'influence, on va dire qu'il y a des prix, tu vois. Dans la photo, c'est encore différent. J'ai demandé c'est pas super transparent, enfin, c'est pas des tarifs qui sont hyper. Et c'est surtout que c'est très dur parce que, tu vois, à nouveau, on va prendre l'exemple du boulanger. Le prix de la baguette du boulanger du coin, là, à Genève, il va calculer ses ingrédients, donc la matière première. Puis peut-être, il y a comme un certain coût de l'heure du boulanger, tu vois, qui est un peu globalisé.
Et donc voilà, puis il va aussi penser à... Ça dépend s'il a du matériel de dernière technologie ou pas, tu vois. En photo, c'est à peu près la même chose, mais seulement que tu rajoutes la créativité, le travail, comment tu le budgétises. Ouais, c'est dur à quantifier. Tu sais, Ouais. tu peux pas aller sur Internet, bonjour, tu vois, Mm. chaque photographe a son prix, donc il y a un peu comme une base, et après chacun le modifie par rapport à sa valeur ajoutée, j'imagine. Enfin, non, j'imagine, j'en suis sûre. Et c'est très compliqué. Donc, tu testes, t'es contacté. Puis si t'as trop de demandes, moi, c'est ce que j'ai fait. Il faut peut-être augmenter un petit peu. Tu augmentes, et c'est là où je fais le tri, en fait. Mm. Du coup, ben voilà, quand tu augmentes, les gens... Puis surtout, quand t'es jeune, du coup, les gens se disent... Non, mais t'es un gamin, en fait, arrête, tu vois. Et c'est là aussi où t'es dit, mais il faut créer ta crédibilité. Donc, puis beaucoup de gens m'ont dit, tu crées ta crédibilité avec les prix que tu C'est pratiques. complètement vrai. Ouais. Parce qu'en fait, si tu passes du jour au lendemain, je sais pas, de 50 francs la séance à 250, alors que ton travail est toujours le même, comment tu l'expliques? Donc j'ai eu quand même des photographes à Genève qui ont su quand même un minimum bien m'aiguiller et me dire, bah tu peux tester ci. Et puis aussi avec les demandes entrantes, en fait, de personnes qui me disaient, j'ai tant de budget. Ok. Donc, en fait, Ah oui, donc c'était aussi dans l'autre sens, en fait. Ouais. Et puis, mais c'est pas facile, franchement, c'est pas évident. Et c'est ce que je dis aux photographes qui me suivent aujourd'hui. Regardez avec les photographes de votre région, tapez photographe Genève, regardez leurs tarifs. Des fois, il n'y a pas les tarifs, donc faut regarder. Il faut contacter directement. Contacter, tu vois, en vrai, les gens restent quand même assez au pire, t'as un nom, enfin au pire, ils te répondent pas, et puis voilà, c'est pas la fin du monde. Ouais. Moi, c'est ce que j'ai toujours dit, il faut pas avoir peur du non, parce que, ou du non, ou de la non-vue de la réponse. Parce que quand j'ai commencé à 14-15 ans à faire des photos et à contacter des modèles et que personne te répond, t'es un peu en mode. Après, tu te dis, ouais, non, t'as 15 ans, en même temps, les gens doivent penser que t'es vraiment. D'où tu sors, qui es-tu? Ouais, donc c'est ce qui est faux, enfin, c'est un jugement de valeur au final. Mais... Et bon, tu fais beaucoup de choses du coup. À quoi ressemblent tes semaines? Comment t'arrives à partager ton temps? T'as encore du temps pour des projets perso ou t'es vraiment focus boulot? Bah, surtout là, avec la période en vrai qu'on a vécu, j'ai eu du temps pour les projets perso. Et puis c'est surtout que j'ai toujours dit un truc que j'ai réussi à me calmer, mais je disais tout le temps, quand l'année où je me suis lancée l'année dernière, donc à temps plein, j'acceptais plein de demandes, plein de shootings, et j'étais tout le temps en mode, faut que tu acceptes, c'est l'opportunité, peut-être qu'elle se représentera plus. Et t'as d'autres personnes qui disent, mais si l'opportunité se présente maintenant, elle se représentera plus tard. Moi, j'y crois pas trop. Pour moi, je me dis, il faut saisir l'opportunité quand tu peux la saisir. Et il y a une phrase que je disais tout le temps, quand on aime, on ne compte pas. Et je comptais pas mes heures, tu vois, j'enchaînais les boulots, je faisais des nuits presque blanches des fois, les week-ends je bossais, je voyais plus mes amis et tout. Et je regrette pas parce que c'était génial, mais à la fin de l'année, tu vois, en décembre... T'es sur les genoux. Ton corps, tu vois, faut prendre conscience que t'es pas une machine, donc je suis tombée malade, j'ai fait une gastro, tu vois, un truc machin, puis la gastro, la grippe, elle a duré 3 semaines, tu vois, ça ne passait pas. Donc non, ton corps est humain, c'est pas une machine, et tu vois, il faut quand même le laisser vivre, et je pense que toi aussi tu sais, mais faut pas pousser à bout ton corps. Donc non, maintenant, je me suis impliqué des règles, le week-end, je ne bosse pas. Ah oui, vraiment, très classe, je vais m'inspirer de toi. Parce que tu vois, franchement, c'est très dur quand tu es en plus indépendant et que c'est toi ton propre patron. Tu as tendance un peu à. Après, des fois, par exemple, il y a des jours où malheureusement, ça veut pas. Oui. Tu vois, je me lève et genre, je sais que ça veut pas. Donc, bon, mercredi dernier, j'ai pas bossé. Ok, tu rattrapes peut-être. Ou alors la semaine d'après, mardi, tu sais que tu travailleras un peu plus tard. Mais le week-end, c'est week-end, fin de semaine, donc tu déconnectes et tu vois. Et c'est un peu la règle que je me donne. Donc, oui, en fait, je pense que c'est toute une question d'avoir le temps. C'est comme les gens qui disent j'ai pas le temps d'aller au sport, j'ai pas le temps. On a toujours le temps, c'est juste une question tu fais des choix et des réglages de ton agenda. Et de te dire, ok, faire les priorités, t'organises. Et aujourd'hui, j'essaye, surtout avec justement la période qu'on a vécue, j'ai réussi à trouver le temps d'avoir le temps. Donc, voilà. Très cool. Et tu parlais avant de ton autre casquette d'influenceur. Donc, qu'est-ce que tu réponds quand on te dit t'es influenceur? Tu le prends bien, tu le prends mal, c'est neutre, c'est comment? En vrai, je travaille dans une agence où on parle d'influenceurs toute la journée. En fait, c'est le terme générique, si tu veux, pour parler d'un type de personnes qui ont de l'influence. Dans les influenceurs sont réunis plusieurs types de personnes. Tu as les blogueurs, tu as les influenceurs. Donc moi, je considère plus cette catégorie-là comme des gens influents dans leur métier. Donc, tu as des femmes influentes. Par exemple, il y a une personne que j'adore sur les réseaux qui s'appelle Mathilde Lacombe, qui est une Parisienne qui a fondé plusieurs marques. Je crois qu'elle a aussi développé Birchbox, elle a fondé sa marque de compléments alimentaires. Enfin, elle, tu vois, c'est pas une blogueuse,
mais c'est une influenceuse parce qu'elle est influente dans son domaine d'entrepreneur, je pense. Donc voilà. Voilà, c'est le terme générique, tu vois. Je suis pas blogueur et aujourd'hui on ne m'a jamais appelé le blogueur. Donc l'influenceur, oui, je suis influent dans la photo. Donc après, je préfère peut-être même le thème inspirateur et inspiratrice pour les créatrices de contenu, puisque le terme est plus joli, tu vois. Je donne souvent la comparaison. Federer, c'est un sportif. Philippe Etchebest, c'est un cuisinier. Claire Chazal, c'était une présentatrice. Et pourtant, les trois ont de l'influence. Mais on les définit pas en tant qu'influenceurs. Alors, pourquoi un photographe, un vidéaste, un comique, tu vois, tous ces gens qui sont présents sur les réseaux sociaux, on va leur dire influenceurs. Tu vois, très qui juste. n'influencent pas, tu vois, à proprement parler. Donc, c'est peut-être tu rayonnes de par ta communauté. Enfin, en fait, t'as une audience qui est large. Donc, tu es un porte-parole. Donc, je comprends le mot. Mais tu vois, dans ma signature, il n'y a pas photographe influenceur, tu vois. Il y a plutôt photographe avec mon compte Instagram qui est relié. Parce que justement, je trouve que le mot influenceur dénigre en fait ce que tu fais. Et beaucoup d'influenceurs aujourd'hui se battent pour ce mot-là. Ils préfèrent se vendre en tant que créateur de contenu parce que c'est le cas, tu vois. Les blogueurs, ils créent du contenu photo, rédactionnel. Et j'aime pas le mot, mais c'est le mot qui est utilisé aujourd'hui pour... Il n'y en a pas encore d'autres pour le digital, donc tu l'acceptes. Mais c'est bien, je pense, d'avoir des débats autour de ça. Oui, disons qu'une personne qui se définit comme influenceur sans en fait expliquer le travail qu'il y a derrière, t'as l'impression que c'est cru alors que ça l'est pas, en Exactement. fait. Mais ouais, il y a un peu cette... Et je pense que les vraies personnes influentes, justement, se définissent par un métier principal, donc le partage d'une passion, en fait, de base. Je pense que c'est ça. C'est ça. Et toi, justement, ta passion, c'est excellent, ce rebond. Est-ce que tu la partages Est-ce que tu as des gens qui te contactent pour des conseils ou... Tu vois, c'est ce que je dis tout le temps sur les réseaux sociaux. Quand j'ai commencé à partager mes photos, j'étais sur Flickr, je sais pas si tu connais. Ouais. Galerie de photos de base, tu partages tes photos, mais tu partages juste tes photos. C'est une galerie d'expo 2.0. Alors qu'Instagram, c'est une galerie d'expo 2.0. Mais en plus avec l'arrivée des stories qui a complètement révolutionné pour moi le réseau social, c'est de dire regarde ma photo, donc tu la postes, qu'en pensez-vous? Et en story, tu partages les backstage. Donc pour cette photo, oh là là, on a fait ci, je vous partage la photo, puis on a galéré, puis en fait tu apportes tout le storytelling que la photo n'a pas forcément, tu vois, de base. Tu vois. Et c'est ça, c'est l'échange avec les gens, parce qu'un réseau, il est social. Donc c'est tout ce partage-là. Et donc non, je reste hyper accessible, tu vois, parce que j'aurais adoré, quand j'ai commencé, qu'un photographe me dise, ouais, je te conseille de faire ci, je te conseille de faire ça, j'ai tel matos, je te conseille ici. Et j'ai beaucoup de demandes au quotidien, parce que c'est normal, les gens répondent aux stories, te posent des questions. J'essaie de répondre un maximum. Et j'essaie aussi d'un peu de trier l'information. Donc, il y a beaucoup de gens qui me demandent mon matériel. Donc, j'ai quand même des réponses prédéfinies, tu vois, que j'envoie. Il y a beaucoup de gens en ce moment qui me demandent mon parcours. Donc, j'ai prévu de faire une vidéo à GTV justement sur mon parcours scolaire, tu vois, pour un peu diriger les gens directement. Mais non, j'essaie d'être assez présent. Surtout que, comme je dis tout le temps, je suis pas Michael Jackson ou Beyoncé, donc je peux encore répondre. T'as encore cette liberté-là. Voilà, dans le bus, tu vois, un petit peu un instant, donc quand tu t'ennuies. Et j'ai vu que pendant le confinement, t'as même fait des Skype, je crois, avec certains photographes. C'était des gens que tu connaissais? Alors, j'ai fait des Skype avec des abonnés, en fait, donc des gens qui me suivaient. En fait, je me mettais à la place de beaucoup de personnes pendant le confinement, où je me dis, on n'est pas tous avec notre famille. Il y a beaucoup de gens qui me suivent, qui me disaient, moi, je suis restée dans mon studio parisien, tu vois, de 15 mètres carrés et tout. Puis surtout pour des créatifs, souvent, tu vois, rester bloqué, alors que tu as l'habitude de tout le temps sortir, créer, c'est compliqué. Et je me suis dit, c'est tellement dommage. Et surtout, je me suis dit, j'étais en train de retour justement à Genève, parce que j'étais à Paris pour le boulot. Et je suis rentrée quand le confinement a commencé à débarquer, comme ça. Et je me suis dit, en fait, c'est dommage, parce que les gens, du coup, vont rester bloqués chez eux sans vraiment contact humain. Et il y a un truc où je me suis fait la réflexion. Tu sais, quand sur Instagram, je parle à mes abonnés me parlent, mais les gens qui me suivent ne se parlent pas entre eux, tu vois. Alors qu'il y a beaucoup de passionnés de la même chose. Donc je me suis dit, attends, ça peut être trop cool de, je sais pas, faire sous forme de Skype. Je me suis dit au départ, des conversations où voilà, on fait des créneaux horaires, on s'appelle, on échange. Et c'était génial, parce que du coup, au départ, j'étais trop...
optimiste. J'ai calé ça, j'ai fait 4 rendez-vous par jour, mais au final, les trucs, ils duraient 1h30, donc au final, ça me bouffait mes journées. Donc au final, j'en ai fait un par jour et après, j'ai arrêté parce que ça prenait beaucoup de temps. Mais c'était génial, parce que dans des conversations, du coup, t'avais une personne de 45 ans, un jeune de 16 ans, tu vois, et du coup, ça crée vraiment des connexions. Et juste des gens passionnés par la création, tu vois. T'avais des graphistes, des photographes, et donc voilà, ça a duré 3 semaines. Ah, quand même. C'était c'était vraiment cool, tu vois, de parler en plus avec les gens qui me suivent, de savoir d'où ils viennent. On me rend compte qu'il y avait beaucoup de Belges, tu vois, il y avait beaucoup de Parisiens. Et en fait, c'est cool d'échanger, de tu vois, interagir comme et ça. de rendre le confinement intéressant et de montrer que c'est pas parce que t'es bloqué chez toi que ça t'empêche de créer des liens, tu vois. Complètement. Donc, ouais. Cool. Et on arrive à la fin. En termes de futurs projets, est-ce que tu as des choses que tu aimerais partager ici ? Là, je t'avoue que c'est les vacances, donc les projets se calment un petit peu. Et puis, on sait pas de quoi demain sera fait avec ce petit Covid-19 qui est là. Mais j'espère qu'à la rentrée, ça reprendra s'il n'y a pas de deuxième vague, le boulot. Mais comme je te disais, en fait, je reste à Genève plus souvent, du coup, parce que j'essaie, durant les 4 derniers mois, j'ai pu encore plus développer mon réseau ici. Et ouais, tout simplement, essayer d'avoir plus de projets ici. Et puis, Genève, j'aime tellement, donc ouais, sûrement des petits shootings qui se préparent par ici, par là, et sûrement peut-être ailleurs si on peut continuer à voyager. Mais voilà, on reste tranquille. On va te suivre pour tout ça. Yes. Et quand tu as commencé, est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais voulu te donner, enfin quelque chose que tu aurais voulu entendre, mais... C'est venu après avec le temps, mais je dirais juste de ne pas te poser trop de questions. Que juste si tu le sens, de le faire, que si les gens te disent que tu es trop jeune, que tu es pas assez expérimenté, que tu as pas... C'est écrit nulle part que quand tu aimes quelque chose, tu dois avoir un âge pour le faire. Donc ouais, juste pas te poser des questions et y aller. Même si des fois ça fait des gros ploufs, tu vois, des gros fakes, c'est cool, tu tombes, puis... Tu vois, c'est comme, je donne toujours cet exemple, quand tu touches une bougie, tu vois que c'est très chaud, tu touches, ça te fait mal, mais de plus en plus, tu vas comprendre que la bougie, elle est chaude quand t'es petit, que tu faut pas la toucher, et que tu vas peut-être trouver un moyen de passer à travers la bougie sans que ça te fasse mal, tu vois. Donc voilà, c'était une comparaison très... comparaison intéressante. Merci beaucoup, du coup. Avec plaisir. On arrive ainsi à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Merci beaucoup Nicolas pour ta participation. Vous pouvez retrouver l'univers et les photographies de Nicolas sur le site nicolastagic.com, ainsi que sur Instagram via le compte du même nom. Un grand merci à toutes et à tous pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode.